Alors, le design fiction, qu'est-ce que c'est? C'est une manière un peu originale, décalée, d'observer le futur. Vous l'avez dit, on a fait toute une démarche de prospective un peu assez traditionnelle en amont, avec des entretiens, des experts, beaucoup de documentation, etc. Et l'idée, c'était d'aller un peu plus loin dans cette exploration, ou en tout cas de l'élargir un peu, en y jetant un œil, on va dire, un peu plus narratif. Hein, on parle beaucoup de storytelling, etc. en ce moment. L'idée, c'est de réussir à raconter des histoires, peut-être pour qu'on s'imprègne un peu mieux du futur qu'on imagine. Donc, on a toute cette base prospective, on essaye de la transformer en histoire. Donc, la définition qu'on donne, nous, à Futurib, du design fiction, qui n'est pas une définition canonique, hein, c'est ça, c'est de se dire une approche d'exploration du futur basée sur les apports de la science-fiction, plutôt de la fiction en général, et particulièrement de la science-fiction, qui s'intéresse au futur. Alors, en reposant sur la conception d'artefacts, un artefact, qu'est-ce que c'est? C'est un faux objet en provenance du futur, c'est-à-dire un faux journal, une fausse une de journal, un faux poster, un faux ceci, cela, un faux manuel d'utilisation, un faux catalogue, tout ce que vous pouvez imaginer. Ou de la mise en récit, donc raconter des histoires, et c'est un peu ce qu'on a fait à l'anneau avec des personas, etc. Vous allez voir, en racontant une journée de travail et éventuellement des petits pépins qui peuvent arriver dans le cadre de cette journée, parce qu'on quand même parle de risque, santé, sécurité. Et le recours aux imaginaires pour s'inspirer, hein, pour pousser un peu la créativité, parce que tu l'as dit dans l'environnement VICA, un peu incertain, le facteur d'imagination est capital. Alors, je vais vous donner un exemple un peu plus concret de ce que c'est le design fiction appliqué à la prospective. Futurib, régulièrement, tous les 2-3 ans, sort un rapport qu'on appelle le rapport Vigie, hein, qui est un tour assez conséquent, un panorama assez conséquent de prospective des gens qui nous attendent. L'année dernière était sur les êtres humains à horizon 2050. Il y avait plusieurs chapitres, la technologie, le rapport au temps, etc. Et notamment aussi un rapport à l'environnement. Chaque chapitre a été illustré par une création de design fiction. Donc avec des créatifs, etc., des graphistes. Et donc là, par exemple, pour illustrer le chapitre sur le rapport à l'environnement, notre environnement qui change, etc., à horizon 2050, on est parti de quelques hypothèses prospectives pour créer un faux objet. Et là, en l'occurrence, c'est une fausse plaquette de présentation en provenance de 2050 du Musée national d'histoire post-naturelle. Donc on a imaginé de se dire, voilà, on nous présente un thon transgénique un peu trafiqué qui a la capacité d'ingurgiter du plastique. Comme ça, c'est pas nocif pour lui, au contraire, ça le nourrit. Donc voilà, l'idée, c'est de se dire, poser une problématique comme ça futuriste, la projeter avec un objet concret. Donc là, c'est charmant, hein, évidemment, c'est un peu questionnant, mais toujours essayer d'être dans l'ambiguïté entre le positif, le négatif, etc. Parce que le monde dans lequel on vit est lui-même ambigu et il n'y a pas de raison pour que demain ne soit pas aussi ambigu. Et là, c'est aussi une valeur de questionnement. Et ce qu'on constate sur ces créations de design fiction dans notre rapport, c'est que les gens nous parlent plus de nos créations de design fiction que du contenu du reste du rapport. Donc ça veut dire que ça interpelle beaucoup et c'est une bonne manière de rentrer dans les contenus prospectifs. Le design fiction, globalement, dans les approches d'exploration, de réflexion stratégique, qu'est-ce que ça peut nous apporter? Ce passage par la fiction, c'est donner du sens. Le récit, ça nous permet de donner de la cohérence aux choses, hein, et de les rendre peut-être un peu plus concrètes, abordables par rapport au chaos du monde qui nous entoure. Raconter une histoire permet de mieux nous accrocher au déroulé. S'approprier aussi rend le futur plus abordable, parce que raconter une histoire, un mécanisme, on en a plus l'habitude, hein, c'est peut-être plus aussi abordable que la lecture d'un rapport, etc. Donc du moins ça fonctionne bien en interaction. S'immerger, hein, parce qu'une chose c'est de se dire, par exemple, le futur du travail, mettons, on le disait au début des années 2000, le futur du travail c'est le télétravail. D'accord. Autre chose, c'est de se dire, d'accord, mais qu'est-ce que c'est de se lever le matin et de télétravailler? Ça, c'est des projections qu'on a moins faites. Et quand on a été forcé de télétravailler, on s'est dit peut-être qu'on aurait dû faire ce genre de projection. Donc, on s'immerge vraiment, on vit la réalité du futur par procuration, par le biais de la fiction. S'affranchir, hein, c'est un exercice qui nous pousse à notre créativité, qui nous permet de se dire, on n'est pas dans le probable ou improbable, on va essayer juste de raconter une bonne histoire. Alors, dans l'exercice qui est particulier qui nous concerne aujourd'hui, l'idée était quand même de partir de tous les intrants prospectifs qu'on avait identifiés pour construire notre base de design fiction, qui est vraiment au cœur du cahier, hein, c'est le cahier central c'est la seconde partie où vous allez voir tout un tas de choses qu'on va vous détailler juste maintenant. Et enfin, oser. Voilà, dans les démarches, c'est un support à la créativité et essayer de faire le petit pas de côté, d'aller un peu plus loin pour nous donner des idées d'exploration qu'on n'aurait peut-être pas avec des projections un peu plus conventionnelles. On disait, c'est vraiment pour enrichir et optimiser la créativité dans une approche prospective. Alors,
Dans le cas particulier de notre exploration du travail en 2040, on a pris un peu tous les éléments que vous avez détaillés juste avant, et on s'est dit, comment est-ce qu'on peut donner corps à tout ça? On va créer un faux réseau social du futur. Donc je vous présente Humans at Work, un rendez-vous sur haw.com. En fait, ça n'existe pas évidemment, parce que c'est le réseau social du futur, dans lequel on s'est dit, vous allez pouvoir mettre en avant votre human skills, quoi, votre image travailleur, et puis par ailleurs, les entreprises pourront mettre en avant leur marque employeur. Donc il y a tout un tas de profils dessus, des profils des travailleurs, des salariés, et les profils des entreprises. Et c'est sur cette base-là qu'on a créé tout un tas de personas, d'artefacts, et on les a mis aussi en récit. L'idée, c'est d'avoir un employé, une entreprise, et de raconter l'histoire de ce que ce mélange peut faire. Les 8 entreprises, on vous les présente. Alors évidemment, plus d'informations dans le cahier, hein, mais l'idée c'était de brasser un peu toutes les thématiques qu'on avait envisagées en amont. Donc on a Naturel, qui est un peu le successeur de L'Oréal, hein, mais à la fois inclusif et naturel. Donc c'est une grande marque de cosmétiques française qui respecte l'environnement, qui est organisée sous forme de plateforme interne, etc. On a Les Harmoniales, qui est un réseau national de lieux de vie où on mélange EHPAD et crèche, et puis coworking, etc. Ça peut faire un mélange détonnant, je vous l'accorde, en cas de petit dérapage. Flex.co, qui est une plateforme de mise en relation d'indépendants avec des entreprises ou des donneurs d'ordre. Donc Flex.co a cette particularité qui non seulement il vous propose tout un tas de missions, où vous pouvez vous mettre vous-même, vous présenter votre profil, mais par ailleurs peut vous aider à vous organiser dans votre vie de nomade, etc., en vous aidant à réserver les hôtels. Puis il y a même une application interne qui vous permet de rencontrer des gens, une espèce de convivialité, voire de dating. Et enfin, Mobagro. Mobagro, qui est une société qui fabrique des abattoirs mobiles, donc, qui nous permettent d'être au plus près de la condition animale et des petits producteurs locaux. On a également dans ces entreprises une entreprise qui s'appelle Cycle2, qui est une co-entreprise en fait industrielle qui a été montée par un constructeur automobile et un spécialiste en mobilité décarbonée pour faire des véhicules sur mesure, des véhicules de mobilité durable. Que chaque client design sur le web et qui sont ensuite produits dans des sites industriels. On a une entreprise du bâtiment qui s'appelle Copain, qui sont les compagnons cobotisés. Et en fait, Copain, c'est une coopérative, on y reviendra plus tard, qui permet aux compagnons de travailler avec un cobot qui les aide pour une partie de leurs tâches. On a une plateforme également qui s'appelle France Inclusive, qui est une plateforme publique d'insertion des travailleurs migrants, mais qui reprend les modalités de fonctionnement des plateformes de la gig économie. Et puis, on a une franchise de ressourcerie qui s'appelle Green, avec ces 3 R majuscules qui veulent dire réparation, recyclage, revente. On reviendra sur ce cas plus tard. Et on a dans ces entreprises également imaginé des personnages. Donc on a 10 travailleuses et travailleurs qui travaillent dans ces entreprises. Donc il y a Gaspard, Léla, Guillaume, etc. Ce qui nous permet de nous projeter plus concrètement dans les conditions de travail de ces différents personas. Alors, comment on a conçu ces entreprises et ces personnages? En fait, c'est assez simple. On a repris les éléments qui vous ont été présentés avant, donc des éléments issus des variables de contexte de l'environnement des entreprises, les dynamiques à l'œuvre dans le monde du travail actuel. On a, comme l'a expliqué Jennifer, on a ciblé aussi certains secteurs d'activité. Et puis, comme vous l'expliquez Pierre-Antoine, on a essayé de faire preuve aussi d'imagination pour inventer ces cas fictifs. Donc concrètement, si je prends la variable développement de l'automatisation, de la robotisation, la variable sur le vieillissement de la population active, que j'y ajoute du modèle coopératif, des questionnements sur les évolutions des statuts d'emploi des travailleurs, sur l'usage des outils de communication,
et sur le dialogue social et professionnel, et que je me dis je veux une entreprise dans le secteur du bâtiment et des travaux publics, et que je fais preuve d'un petit peu d'imagination, on peut aboutir sur la situation de Copin et de Guillaume. Alors, ici, on vous a mis juste un tableau récapitulatif. Chaque colonne correspond à un des cas d'entreprise qui vous a été présenté. Et les lignes représentent à la fois les dynamiques et les variables de l'environnement des entreprises, ce qui nous a permis de nous assurer qu'on couvrait bien les différentes tendances que nous avions identifiées dans la première phase de l'exercice. Alors, si on prend le cas de Copin. Copin, en fait, c'est une CAE qui a été créée un petit peu en réaction face au développement des plateformes ubérisées du secteur du bâtiment. Et en fait, le principe de cette CAE, c'est-à-dire c'est une coopérative d'activité et d'emploi, où les artisans sont entrepreneurs salariés. C'est-à-dire qu'ils ont chacun leur chantier, et la coopérative leur permet de mutualiser des moyens de production, en l'occurrence là un parc de cobots qui leur permet de mener leur chantier. Et ça a un intérêt pour permettre par exemple de maintenir en emploi des peintres expérimentés qui ont des problèmes physiques et qui n'arrivent plus à assurer eux-mêmes leur chantier, mais qu'on peut former à l'usage des cobots pour qu'ils puissent poursuivre leur activité professionnelle. Chez Copin, il y a un peintre qui s'appelle Guillaume. Je vous présente Guillaume. Donc, qui est âgé de 63 ans, mais il est bien maintenu parce que vous voyez, le travail manuel comme ça. Il aime le tatouage aussi, et il vient à Strasbourg. Donc, juste une petite parenthèse sur comment est-ce qu'on a créé visuellement à la fois et les logos et les personnages. On a fait appel à des applications en ligne gratuites d'intelligence artificielle générative, en l'occurrence pour les logos Luca et pour les profils Firefly. Et on a bien mis on a bien précisé ça dans le rapport. Et donc voilà, l'idée c'était de se dire, de rentrer un peu dans le quotidien de ce travailleur, d'expliquer à la première personne ce qui lui plaît dans son travail, ce qui lui plaît moins, de revenir sur son parcours. Et là, on voit qu'il a eu, il avait un début de carrière où il avait pu gérer une TPE, et puis après, il a eu un petit accident. Donc voilà. Donc travailler avec lui, avec des cobots, c'est pas mal. Et puis dans sa gestion de fin de carrière, le fait de pouvoir être associé à terme dans le cadre d'une CAE pourrait être quelque chose de profitable pour lui. Alors, on a développé des cas, comme on vous l'expliquait tout à l'heure en introduction, qui ne sont pas forcément tous des cas souhaitables. On n'a pas le temps là de vous les présenter tous, vous les retrouverez dans le cahier de design fiction, mais on a quand même la chance de pouvoir avoir en direct de 2040 un échange avec un des personnages qui est présenté dans le cahier, qui s'appelle Sébastien. Sébastien, c'est un gestionnaire de la franchise Green, qui est une ressourcerie. Et donc, on va essayer de le contacter. J'espère que ça a fonctionné. Si techniquement, c'est pas toujours évident de faire une visio avec 2040. Donc, s'il y a des petits soucis, vous serez indulgent. Je vous aiderai. Donc, Sébastien, merci beaucoup de nous accorder un petit peu de ton temps. Nous sommes ici en 2023, on s'interroge sur les évolutions du travail et on se demandait justement comment étaient gérées les questions de santé dans ton entreprise. Bonjour et merci pour votre invitation. Je souhaite tout d'abord vous préciser que Green n'est pas vraiment une entreprise. Et encore moins mon entreprise. Nous parlons plutôt de projets dont je suis avant tout l'animateur. Concernant les questions de santé, je dirais que nous les abordons avec beaucoup de bienveillance. Chez Green, on est tous attentifs les uns aux autres. Merci Sébastien, mais alors tu m'as parlé d'un problème, comme l'autre fois vous avez eu un accident avec cette machine à recycler les plastiques. Oui, on a eu très peur lorsque Clara, notre apprentie, et Denis, un habitué, ont tous les deux perdu connaissance en utilisant la polyrégène, notre machine de recyclage local du plastique. Pourtant, ils avaient bien respecté le tuto vidéo d'utilisation. En fait, on avait décidé il y a quelque temps d'arrêter de rincer les paillettes de plastique pour économiser de l'eau dans le process. Mais visiblement,
quelqu'un a fait entrer dans le processus de recyclage des emballages de produits chimiques qui n'avaient pas été rincés. L'autre jour, pendant que le mélange chauffait avant la phase de moulage, des gaz toxiques se sont dégagés et Clara et Denis sont tombés comme des mouches. C'était impressionnant. Eh ben, dis donc, est-ce que vous avez pris des mesures de prévention derrière? Est-ce qu'un expert est venu vous aider dans l'entreprise? Déjà, maintenant, on ouvre la fenêtre du local pendant les phases de chauffe. Ensuite, on a mis un affichage pour demander aux donateurs de bien rincer les emballages qu'ils nous amènent. Mais vous savez, si on fait venir un spécialiste de la sécurité ici, il va nous imposer tellement de règles qu'on ne pourra plus rien faire. On a besoin de liberté pour pouvoir tester des trucs un peu innovants. Merci beaucoup Sébastien pour ta disponibilité. On ne te retient pas plus longtemps, mais je pense qu'on reviendra vers toi en 2040 pour parler un petit peu de prévention des risques professionnels. Alors, tout ça c'est assez amusant, c'est assez agréable à faire, mais la finalité c'est quand même d'aboutir sur des questions de santé et sécurité au travail. Donc, en accompagnement de chacun des cas d'entreprise et des cas de travailleurs fictifs de 2040, on a également en atelier rédigé des éléments de description des conditions de travail, d'identification d'éventuels risques, etc., pour pouvoir fournir ces matériaux aux experts en santé et sécurité au travail qu'on a sollicités pour la troisième composante de l'exercice. Donc, on leur a fourni tous ces éléments à l'avance, on leur a demandé de cogiter dessus et de mettre en évidence à la fois les conditions de travail, les risques, d'éventuelles opportunités en prévention également. Et on a fait ce travail pour chaque cas. Donc vous trouverez dans le cahier de design fiction rattaché à chaque cas d'entreprise des éléments sur les conditions de travail et la prévention. Et puis on l'a fait également de manière transverse. Et c'est ce qui va constituer la composante 3 qui va vous être présentée maintenant.